Foucault, c'est ça? Ouais. Jean-Pierre Foucault, c'est ça? C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Bien, je vois très bien Jean-Pierre le samedi à 20h avec plein de boules, la Deutsche Bank, la Goldman Sachs, la Chase Manhattan Bank, Dexia, Belfius, etc. Et sortir, ah, désolé, la Deutsche Bank, vous ne serez pas remboursé. Et on annule 2 tiers des créances ainsi. En tout cas, ça a été fait. Oui? Si c'est un autre État qui est créancé la dette. Ah oui, donc, en fait, ça c'est très important. Il faut, ici, je donne des exemples, et il faut toujours être capable de nuancer et de voir comment on se comporte selon la nature du créancier. Et notamment, pour te dire, tu vas comprendre mon raisonnement, c'est que très souvent, quand on parle, nous, à ACID ou au CADTM Belgique, de l'annulation de la dette belge, on nous rétorque que si vous annulez la dette belge, vous allez toucher aussi le portefeuille des citoyens qui ont dans leur portefeuille des titres de la dette belge. Okay? Et donc là, il est très important de dire non, on peut se comporter différemment en fonction de la nature du créancier. Et donc là, par exemple, la proposition, c'est de dire que tous les citoyens qui ont des bons d'État belges, et il y en a qui en ont acheté notamment il y a quelques années avec le bon Le Terme qui avait fait 5 milliards, c'était des bons très, très intéressants, ben, ceux-là viennent et ils sont remboursés intégralement. Si c'est un autre État partenaire, on peut tout à fait dire, toi État, ben, je te rembourse intégralement, y compris avec intérêt. Donc il faut être capable évidemment de moduler cela. Je dis encore un petit mot sur ça, la suspension de paiement. Quand il y avait le problème, je ne sais pas quelle heure le temps passe, 19h25, ouais. Quand il y avait la crise grecque, on disait il faut absolument que la Grèce ne fasse pas un défaut sur sa dette. Il faut qu'elle paye, il ne faut pas qu'elle suspende le paiement. Sinon, c'est la catastrophe, toujours. C'est la catastrophe. Or, il y a des économistes du Fonds monétaire international qui ont analysé les suspensions de paiement ces derniers siècles, et je vous donne un chiffre, il y en a plusieurs très intéressants, mais le chiffre, c'est qu'il y a eu 170 suspensions de paiement entre 1950 et 2010. Les suspensions de paiement des États, ce ne sont pas une exception. Il y en a tout le temps. Okay? Il y en a énormément. Ce n'est pas des choses, ils le disent. Une des conclusions de leur truc, c'est, au début de la conclusion, ils disent la suspension de paiement est plutôt la règle que l'exception. Mais l'autre conclusion très intéressante, c'est la question du chaos, de la destruction de l'économie, de la dégradation de l'économie. Ils ont étudié ce qui s'est passé pour les pays qui avaient suspendu le paiement. Alors les conclusions sont vraiment très intéressantes pour nous. Ils disent, après 1 an ou 2 ans de turbulence économique, hein, d'instabilité, parce qu'on doit sortir des marchés financiers, il y a des menaces de fuite de capitaux, il y a des choses compliquées à gérer, c'est sûr, il y a toujours des conséquences quand on fait ça. Et ils disent, dès la 3e année, on remarque qu'il y a systématiquement une reprise économique. Et que les pays qui ont suspendu le paiement s'en sortent mieux en général que ceux qui n'ont pas fait de suspension. Et il y a beaucoup d'exemples de pays, et j'en donne toute une série dans le livre, qui ont fait des suspensions et qui montrent que ça a très bien marché. Le pays qui a fait la plus grosse suspension de paiement de l'histoire, c'est l'Argentine. En 2001. Crise politique, sociale, financière, économique, insurrectionnelle dans les rues de Buenos Aires. Okay? Il y a 4 présidents qui démissionnent en 4 semaines. On met un nouveau président, il tient 1 semaine et il doit partir. Il tient 1 semaine et il ne peut même pas partir par les escaliers et aller dans la rue. On est obligé de venir le chercher en hélicoptère et de le sortir du pays parce que sinon il se fait flaguer par la population. Le 4e, sous la pression populaire, Nestor Kirchner décide de suspendre intégralement le paiement des dettes. Écoute, parce que c'est... je sais que tu écoutes, hein, on peut se moucher et écouter en même temps, je sais bien. non, mais je blague. Mais... Il décide de suspendre intégralement le paiement des dettes à l'égard des banques privées. Non pas des dettes à l'égard du FMI, ça pour nous c'est une erreur, mais bon, c'est leur choix, ni à l'égard des autres États.
toutes les banques privées, ils décident de faire une suspension. 100 milliards de dollars, ils arrêtent de payer. Alors là, c'est chaque fois la même chose. Quand on fait une suspension de paiement, on doit faire face à une série de déstabilisations. La première, c'est la déstabilisation médiatique. On dit à l'Argentine que c'est totalement irresponsable, que l'Argentine va imploser, qu'elle va même peut-être disparaître de la planète Terre. On ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, c'est incroyable. Tous les médias, hein, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. L'Argentine tient bon. Elle fait une première proposition en disant « Je vous propose 90% de réduction du stock de la dette. » C'est-à-dire, vous créanciers, vous venez, vous me montrez votre créance, je la déchire, et s'il était mis 1000, je vous rends une nouvelle créance, vous l'avez mis 100. Okay, 90% de réduction. Et ça, vous vous souvenez, je vous ai dit, la meilleure façon, c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est pour tous les pays qui ont suspendu. Déstabilisation médiatique, et puis après, 3 semaines, 1 mois, quand les créanciers savent que le gouvernement ne va pas rembourser, s'ils veulent être remboursés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent sortir du marché secondaire, sortir du bois et aller avec leurs avocats d'affaires discuter au ministère des Finances, au Trésor public pour dire qu'est-ce qui se passe ici, comment est-ce qu'on négocie une réduction. Et ça a duré 5 ans, enfin 4 ans et demi de négociations. Pour finir, ils ont eu 60% de diminution du stock. 87% des créanciers ont accepté en 2005. Okay, alors, très intéressant, comment a évolué l'Argentine? 2001, 2002, 2003, jusqu'en 2013, et vous savez maintenant, les pays de l'Amérique latine subissent un peu le contre-coup de la crise financière des États-Unis et d'Europe. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont fait une suspension que maintenant la situation est en train de se détériorer assez fort dans pas mal de pays d'Amérique latine, mais pendant toute cette période-là, un taux de croissance quasiment à la chinoise. 9% de taux de croissance moyen annuel. Je suis un économiste de gauche, pour ceux qui ne l'auraient pas encore remarqué. Je suis contre le fait que la croissance économique soit l'indicateur principal pour juger du développement d'un pays. On ne juge pas du développement d'un pays avec un taux de croissance économique. Il faut parler des inégalités, du progrès social, de l'accès aux services publics, etc. Mais néanmoins, je me place dans le cadre du discours dominant qui dit qu'un pays qui va suspendre le paiement de sa dette va connaître une dégradation économique très forte. C'est faux. L'Argentine s'est fortement développée d'un point de vue de la croissance économique. Après, justement, on peut regarder comment il s'est développé. 2 choses. Un premier développement qui est assez négatif, hein, parce que les prix des matières premières et des produits agricoles étaient très élevés pendant cette période-là, et ils ont basé toute une série de leur développement sur l'exploitation intensive agricole, notamment le soja transgénique pour nourrir le bétail américain et européen, en exploitant le sol, en exploitant les paysans argentins, etc. Donc ce n'est pas spécialement un développement économique et social qui doit constituer un modèle. Par contre, l'autre chose quand même, c'est de montrer que, ils ont mis en place une suspension de paiement qui leur a donné des marges de manœuvre pour relancer l'économie. Ils ont remis en place le contrôle des mouvements de capitaux. Ils l'ont fait. Ils ont mis en place des réformes fiscales internes. Et toutes ces réformes-là ont permis d'avoir une situation très, très intéressante. Voilà, je voulais juste terminer peut-être par encore une. Après, on peut débattre, boire une bière. Comme vous voulez. Je ne veux pas vous saouler non plus avec trop de choses. Mais justement, je venais de conclure sur la liberté des mouvements de capitaux. Dire un mot là-dessus. Parce que c'est vraiment un nœud pour nous, ça. Dès qu'un gouvernement populaire, un gouvernement progressiste, même pas qu'il met en place, dit qu'il va mettre en place une politique progressiste ou une politique qui irait à l'encontre des intérêts des marchés financiers pour redistribuer de l'argent, par exemple, pour améliorer, lutter contre les inégalités, tout de suite, la menace de la fuite des capitaux apparaît. Comme si, et donc c'est un outil de menace utilisé par les marchés financiers sur tous les États du monde. Donc, comment est-ce qu'on fait sur la question, et là il y a une proposition dans le bouquin, recontrôler les mouvements de capitaux.
Alors, là aussi, plutôt que je développe toute une série d'arguments théoriques, mais ce qu'on ne sait pas, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui, beaucoup de pays contrôlent les mouvements de capitaux. Ce n'est pas une donnée qui est immuable, qui est tombée du ciel, c'est une décision politique. Et si on a décidé de libéraliser les mouvements de capitaux, avec toute une série de conséquences désastreuses à point de vue des crises financières, etc., hein, on l'a vu, on peut reprendre le contrôle. Alors, il y a des bons et des mauvais exemples. Je donne 2 mauvais exemples, mais qui sont quand même intéressants à connaître. Chypre et la Grèce. Chypre, on a décidé entre avril 2013 et avril 2014 de reprendre intégralement le contrôle des mouvements de capitaux à Chypre. Et en Grèce, on l'a fait en juillet 2015, où on a fermé les banques pour imposer et faire pression sur le peuple grec pour qu'il vote oui à la soumission des politiques néolibérales. Donc, ce n'était pas une décision démocratique. Et ce n'était pas non plus à Chypre, ni en Grèce, ce n'était pas une décision pour améliorer le bien-être des gens et pour avoir une direction. C'était totalement antidémocratique et autoritaire pour servir les intérêts des marchés financiers. Mais, ça nous montre quoi ces 2 exemples? Qu'en 24 heures, s'il y a une décision politique, on peut reprendre totalement le contrôle des mouvements de capitaux. On nous a bassinés avec des fuites de capitaux, c'est tout à fait faux. Les fuites de capitaux, tant à Chypre qu'en Grèce, elles n'ont pas été nulles, parce que les gens qui savaient ont réussi un peu avant, etc. Mais quand vous avez une reprise de contrôle de la banque centrale et la fermeture des banques, les capitaux ne peuvent plus circuler. C'est fini. Et ça a très bien marché, pas pour les bonnes raisons. Alors, encore un autre exemple, qui n'est pas... Là, on ne peut pas dire c'est pas démocratique et c'est pas un modèle, mais la Chine, je ne sais pas si vous savez, la Chine contrôle ses mouvements de capitaux. Aujourd'hui encore, depuis 10-15 ans, il y a une pression très forte pour libéraliser les mouvements de capitaux, mais aujourd'hui, elle est encore très réticente à libéraliser. Et toute une série d'études ont montré que si la Chine a échappé à la crise financière de l'Asie du Sud-Est, c'était en quelle année ça? 97-98, c'est parce qu'elle contrôlait les mouvements de capitaux. Alors, maintenant, un meilleur exemple, il y a l'Argentine qui est un bon exemple. L'Argentine fait aussi partie d'un autre truc, je dis, c'est parce que c'est intéressant, c'est une nuance, mais la Colombie, le Chili, l'Argentine et la Russie, ils ne contrôlent pas intégralement les capitaux, mais ils ont appliqué une règle qui est assez intéressante et qu'on ne connaît pas non plus en général, c'est de dire, s'il y a des capitaux étrangers qui veulent venir investir dans mon pays, ils doivent laisser 30% de caution du total de l'investissement pendant au moins 1 an pour vérifier que ce ne sont pas des investissements spéculatifs. Et s'ils viennent et qu'ils repartent, on garde la caution, 30%, ce qui est quand même pas mal. Et donc, vous savez, les cautions, c'est pas mal, hein. Ça oblige les gens à se comporter correctement quand ils vont, même dans un petit camping, ils payent une caution parce qu'ils cassent tout. C'est la même chose pour les investisseurs. Ben oui, mais c'est des principes tout ça qu'on applique dans la vie de tous les jours et qu'on peut appliquer aux grandes banques, aux grands investisseurs. Tu veux venir investir dans mon pays? Tu mets une caution. Tu fais les choses bien. Et voilà. Et alors, un autre exemple, c'est l'Islande. L'Islande a fait, je vous ai dit 4 choses. La première, c'est mettre des banquiers en prison, que j'ai dit tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est une des premières mesures qu'elle a prises. L'Islande a été le premier pays à subir la crise financière de 2008. Le premier pays. En septembre-octobre 2008. L'Islande s'est effondrée totalement. Et bien, suite à des pressions populaires, qui ont obligé notamment à changer de gouvernement, etc., le gouvernement a repris le contrôle des mouvements de capitaux en Islande. Le FMI lui a dit, si tu fais ça, je te boycotte et je te déstabilise avec toutes mes capacités. Ils l'ont quand même fait. Et le FMI, il y a 3 mois, a sorti un rapport. Alors, ils n'ont pas peur de la schizophrénie, ces institutions. Ils ont sorti un rapport en disant, si l'économie islandaise s'est bien stabilisée et il y a une dynamique économique intéressante, c'est notamment parce qu'ils ont repris le contrôle des mouvements de capitaux. Alors qu'ils ont, à l'époque, mis une pression énorme sur l'Islande pour qu'elle ne fasse pas
Ceux-là, alors, ils ont fait d'autres choses. Je ne sais pas si je vous en parle ou si on arrête là et qu'on fait un petit débat ou quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. On va faire un petit débat, 2-3 questions. Ou plus, s'il y en a plus. Du coup, vous avez la parole, des interventions ou des questions. C'est selon... Oui, un peu 13, hein. Justement, sur la question de tout ce qui est essai, c'est de plus en plus récurrent, c'est tout ce qui est alternative locale. Enfin, comment justement elles peuvent avoir de l'incidence à des niveaux supérieurs, par exemple en politique, par des alternatives locales et citoyennes. Oui, je ne sais pas si je prends. Je pense que c'est dans votre livre aussi, c'est oui, vers la fin. Ouais. C'est le dernier chapitre que je vous conseille. Celui-là, il y a assez peu de bibliographie, de références bibliographiques, parce que j'ai vraiment écrit avec mes tripes, parce que depuis que je donne des conférences depuis quelques années, je fais souvent face, puisque moi je parle de la dette, du FMI, de la Banque mondiale, donc quand même des ennemis qui sont assez importants. Et souvent la question c'est qu'on me pose, oui ok, on est d'accord avec vous, mais et moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Donc c'est le chapitre 19, c'est le dernier chapitre qui s'appelle Action individuelle, initiative locale et revendication globale. Et le sous-titre c'est Et moi dans tout ça. Et donc j'essaie un peu de répondre en disant notamment que, je ne sais pas, vous savez, je trouve qu'il y a un conflit et une concurrence beaucoup trop importante entre les mouvements sociaux qui prônent soit les initiatives locales, les actions individuelles ou les revendications globales et qui se battent entre eux. Moi j'ai fait partie de pas mal de mouvements et il y avait par exemple des gens qui disaient oui mais toi tu luttes contre le FMI etc. donc ça ne changera jamais, moi je ne bois pas de Coca-Cola, je me déplace en vélo, etc. Okay, et ils critiquaient en disant que ça ne sert à rien. Et de l'autre côté, vous aviez des gens qui disent oui, mais non, mais ça sert à boire du coca ou boire pas du coca, de toute façon, ça ne changera rien, etc. Je pense que. Et donc, c'est vraiment dommage d'avoir cette concurrence, ce conflit. Je pense qu'il faut les deux, en fait, il faut les trois. On ne peut pas prôner un monde solidaire, écologiquement responsable, socialement intéressant, etc., si soi-même on se comporte comme un salopard. Je veux dire, il faut être quelque part, essayer d'incarner le monde que l'on veut, tout en restant conscient qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on améliore sa cohérence dans sa pratique individuelle qu'on va changer la situation. Ça, il faut en être conscient. Par contre, on la change par rapport à soi et on la change par rapport aux autres aussi, en donnant l'exemple. Et donc c'est très important, ce n'est pas rien, quoi. Mais c'est vrai que si en même temps on ne tient pas compte des mécanismes globaux qui sont en cours et qui détruisent la vie de millions de paysans, qui détruisent la terre, etc., on aura beau dépenser de l'argent, etc., pour acheter des tomates bio, locales, etc., si on n'est pas conscient qu'il faut s'attaquer en même temps à des mécanismes globaux qui détruisent la possibilité pour les agriculteurs de vivre et aussi pour les consommateurs de consommer, parce qu'une partie très importante des gens qui ne consomment pas de manière, comment on va dire, responsable, c'est lié à la précarité. Alors il faut avoir un certain niveau de vie pour pouvoir se diriger vers des consommations locales, bioéquitables, etc. Et alors c'est un peu l'intermédiaire, les initiatives locales. C'est-à-dire que seul on peut agir, on peut faire plein de choses, y compris sur Internet, dans son comportement de tous les jours, etc. Mais un grand penseur, je ne sais plus s'il est argentin ou mexicain, mais non, Michel Benasayac, un philosophe et militant, il dit « Les initiatives locales, ça permet de libérer la puissance d'agir des gens. » C'est-à-dire que quand on participe à des initiatives locales, on est ensemble, on connecte des énergies et on rentre dans des projets qui ont une dynamique propre. Qui vont tout de suite, qui dépassent le caractère individuel, isolé, etc. Parce que si on veut changer les choses, on ne veut pas les changer pour soi, on veut les changer aussi dans un cadre collectif.
Et donc là, c'est très important, je pense, de participer à tout ce genre d'initiatives. Et là, alors, pour qu'elles aient un impact, je pense que c'est un peu la même réflexion, mais il ne faut pas qu'elles se renferment sur elles-mêmes. Parce que si elles se renferment sur elles-mêmes, il y a deux risques. D'ailleurs, même si elles ne se renferment pas sur elles-mêmes, quand elles se développent, les initiatives locales peuvent être soit récupérées par le système ou réprimées. Si on prend la récupération, on peut prendre le label bio. Au départ, tous les producteurs bio, etc., étaient dans une dynamique très intéressante et on voit maintenant la capacité du système capitaliste où maintenant, vous voyez, quand vous allez au Lidl ou ailleurs, il y a de plus en plus de bio. Ils sont en train de prendre le marché. Alors c'est du bio industriel, pas du tout bio en fait, avec une exploitation des travailleurs. Et donc c'est très compliqué. Mais donc c'est très important, je pense, de toujours rester connecté au monde extérieur. Et les initiatives locales doivent être un exemple. C'est par exemple, là j'ai donné les exemples des coopératives tout à l'heure. Quand on participe à une coopérative, ça doit être un outil pour montrer à nos responsables politiques qu'une banque coopérative, par exemple, ou une entreprise coopérative peut fonctionner de manière totalement différente, que ça marche, et qu'il faudrait développer cela de manière beaucoup plus importante avec la puissance publique. Et donc voilà un peu le raisonnement que je tiens dans ce chapitre. Ouais. Est-ce que vous avez un avis sur le féminisme en général? Ouais. J'ai un chapitre entier sur le féminisme. C'est très important. J'essaye d'être féministe. Il y a un grand débat au niveau mondial. Est-ce qu'un homme peut être féministe? Alors il y en a qui... les féministes ne sont pas d'accord entre elles. Hein. Certains disent non, parce qu'on peut être pro-féministe, soutenir le mouvement des femmes, parce qu'il y a l'idée un peu comme Karl Marx dit, les travailleurs doivent se libérer eux-mêmes. On ne peut pas attendre des patrons qu'ils libèrent les travailleurs. Comme une série de féministes disent, les femmes doivent se libérer eux-mêmes. Alors après, c'est de la linguistique. Est-ce qu'un homme peut être féministe? Moi, j'essaye d'être en tout cas au minimum pro-féministe. J'essaye de défendre à fond et je travaille là-dessus, notamment sur le harcèlement moral. Je suis vraiment très content de voir ce mouvement mondial qui a pris une ampleur considérable et qui a réveillé des consciences. Et plus que ça, le mouvement est bien en place. Et donc, on va voir jusqu'où ça va aboutir. C'est une question très générale. Est-ce que j'ai une idée précise? Oui, je fais toute une série de propositions. Je peux t'en donner une ou deux si tu veux. Par exemple, il faut stopper les violences faites aux femmes. C'est en lien évidemment avec les violences liées au harcèlement et au viol. Vous connaissez les chiffres, ils sont impressionnants hein, sur le harcèlement. 100% des femmes en France se sont déjà fait suivre dans les transports en commun. 90%. En général, une femme se fait harceler dans la rue plus de 1000 fois par an. Donc c'est des choses absolument incroyables. Donc il y a la question de l'éducation sexiste, la question de la sanction, la question du développement de cours d'autodéfense, par exemple. Ça, quand je proposais ça, les féministes, elles sont toujours très, très pointues. Alors je dis il faut des cours d'autodéfense gratuits pour toutes les femmes pour pouvoir se défendre, donc un service public de cours de self-défense pour toutes les femmes qui le désirent entre 12 et 90 ans. Okay. Mais alors, après, il y a l'argument de dire oui, mais ce n'est pas aux femmes d'apprendre à se défendre contre les hommes, c'est aux hommes d'abord à apprendre à se comporter correctement. Sur la question de la prostitution, donc là aussi il y a un grand débat, il y en a qui sont pour l'abolition, moi je suis pour l'abolition, comme la majorité du mouvement féministe au niveau mondial, l'abolition de la prostitution, parce que plus de 90% des femmes qui se prostituent sous la contrainte, alors c'est la grande majorité sous une contrainte physique, hein, c'est la traite des êtres humains, et l'autre partie qui forme la majorité, c'est la contrainte économique, parce qu'elles sont obligées pour survivre. Et donc la prostitution est une violence massive réalisée à l'égard des femmes. Alors il faut l'abolir, et il y a une série d'expériences qui sont assez intéressantes, notamment en Suède,
comparativement à l'Allemagne qui a légalisé la prostitution de manière très importante, mais non, les résultats sont désastreux. C'est avec une augmentation, on avait dit qu'il y a tout ce discours qui dit oui, mais la prostitution ça aide les pervers, etc., sinon ils iraient violer, etc. C'est tout à fait faux. La violence à l'égard des femmes, les comportements machistes et sexistes ont explosé en Allemagne. Tandis qu'en Suède, basé sur une série de principes très clairs, c'est-à-dire qu'on protège les prostituées, parce qu'en France et dans nos pays, qu'est-ce qu'on fait? Les prostituées, c'est elles qui ont des problèmes. Il faut faire l'inverse. Ce n'est pas parce qu'on abolit la prostitution et qu'on la rend illégale et interdite que les prostituées doivent être traquées. Les prostituées doivent être protégées. Il faut assurer aux femmes comment dire, un niveau de vie suffisant pour ne pas devoir se prostituer. Et par contre, il faut être très dur à l'égard des proxénètes et des clients, avec une éducation au sexisme dès le début de l'enfance, dès 12 ans. Et en Suède, les résultats sont vraiment très intéressants. Il y a une autre expérience alors aux États-Unis aussi, vraiment, je trouve ça assez génial. C'est une ancienne prostituée qui a ouvert des centres. Maintenant, il y a, je crois, une quinzaine, une vingtaine de centres comme ça aux États-Unis. Quand un client aux États-Unis se fait attraper sur, comment est-ce qu'on dit? La main dans le... Oui, pas la main dans le sac, mais justement. Ben, il se fait attraper. Il a le choix. Il peut soit payer une amende ou aller passer une journée dans une institution créée par l'ancienne prostituée où pendant une journée, on lui explique les dessous de la prostitution. Parce que je ne sais pas si dans votre milieu, moi-même, je discute beaucoup de ça autour de moi, et il y a toujours cette idée que, en fait, ça va. Ça va, quoi. Il y a un consentement, il y a du respect quand même, c'est une rémunération, etc. Oui, et si vous parlez à des prostituées, oui, parce que la prostituée que vous allez voir, si vous allez voir une prostituée, moi je n'ai jamais été en voir, mais on le sait, enfin, je veux dire, on peut dire beaucoup de choses là-dessus, elles ne peuvent pas vous dire ce qu'elles vivent. Sinon, non seulement elles vous perdent comme client, et elles se font tabasser, etc. Mais donc, les personnes qui vont dans ces centres-là entendent la réalité de la prostitution vécue. Et vous savez, les résultats sont absolument exceptionnels. Sur les 2000 personnes dans un centre, il y a eu 4 récidives. C'est-à-dire que les gens qui voient, qui entendent le discours réel d'une prostituée de ce qui se passe, arrêtent définitivement. Et voilà, c'est ce genre d'initiative assez peu connue aussi que j'essaye de mettre en évidence pour qu'on puisse les utiliser également dans nos pays. C'était pas une question, ça? Non. Ouais. Moi j'en avais sur l'endettement sur la dette de l'Argentine. Et vous parlez de la suspension de l'endettement en 2001. Je connais rien à la dette, au mécanisme d'endettement, mais ce que je me dis, c'est que l'Argentine décide de suspendre sa dette. Je suppose qu'encore maintenant, elle est endettée de nouveau. Il y a un nouveau mécanisme d'endettement qui a de nouveau une dette, quoi. Donc il y a de nouveau des créanciers. Mais moi, si j'étais un créancier et que l'Argentine décide en 2001 de suspendre la dette, soit plus jamais je lui prête de l'argent, soit je le fais à des taux d'intérêt faramineux, et pour être sûr de ne pas me faire avoir 2 fois. Et donc pourquoi, si on suspend la dette, pourquoi on aurait de nouveau des créanciers alors? Alors il y a plusieurs questions et plusieurs éléments. L'Argentine d'ailleurs est un peu une exception, parce que le défaut était tellement grand qu'il y a toujours 2 menaces quand on fait une suspension. La dégradation économique et la fermeture des robinets internationaux de capitaux. C'est-à-dire, effectivement, ce que tu dis, on ne vous prêtera plus. Et l'Argentine, le défaut était si grand que les créanciers ont arrêté de prêter à l'Argentine. Et donc, là où tu te trompes, c'est de croire qu'il y a eu des créanciers. La dette est restée relativement faible, et pendant la période 2001 jusque 2000, je crois que c'est 14 ou 15, même peut-être, il faudrait vérifier exactement, eh bien l'Argentine s'est développée sans acheter ou vendre un seul titre de la dette publique. Elle s'est passée totalement des marchés financiers. Donc ça répond à une question aussi très importante. Peut-on se passer des marchés financiers? Et là j'ai envie